Nous allons commencer ce webinaire. Bonjour et bienvenue à tous les participants au webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Et merci à ceux qui nous suivent en direct dans le groupe privé de notre forum sur Facebook. C'est le 13e webinaire que nous organisons dans le cadre de ce forum, lancé il y a bientôt 5 mois pour aider les journalistes francophones du monde entier à mieux couvrir cette pandémie de COVID-19. À ce jour, notre forum rassemble plus de 1000 journalistes et nous remercions tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous inviterez également vos amis à intégrer cette belle communauté de journalistes, de fact-checkers, de vérificateurs d'informations et aussi de membres des organisations œuvrant pour la défense et la liberté des hommes de médias. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. Ce webinaire est diffusé en direct sur Facebook et vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Mais pour ceux qui nous suivent directement via l'application Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion, dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Un des modérateurs du forum me fera parvenir ces questions que je vais adresser à mon tour aux panélistes. Aujourd'hui, nous parlerons de comment bien rédiger un article sur la science et la santé avec notre invité, le professeur Gervais Mbarga. Il est professeur à l'Université de Moncton au Canada et professeur associé à la chaire journalisme scientifique de l'Université Laval au Québec. C'est une voix très connue dans le monde du journalisme scientifique et malgré son agenda vraiment super chargé, il a accepté de partager des connaissances avec nous. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce webinaire s'adresse aux journalistes qui couvrent la pandémie du COVID-19 et qui écrivent notamment sur la science et la santé. Et souvent, les journalistes généralistes ont un peu peur de la science. Ils disent que la science est une discipline compliquée, mais la science peut être accessible à condition d'avoir certaines clés qui lui sont spécifiques, des clés qui sont spécifiques au monde du journalisme scientifique. Si on a cette clé, on arrive facilement à la lire, à l'expliquer et à la vulgariser ensuite. Si on a cette clé, on arrive facilement à lire la science et à la vulgariser de manière qu'elle soit compréhensible pour le public. Et pour que la science soit compréhensible, il faut simplifier l'information et cela passe bien évidemment par une bonne écriture de la science. La rédaction d'un bon article scientifique répond à des exigences et à certaines techniques. Certains savoirs fondamentaux sont nécessaires. Quelles sont ces techniques? Quels sont ces savoirs? C'est l'objet de ce webinaire qui va vous permettre de traiter la science et la santé de manière qualitative et à écrire des articles scientifiques qui peuvent accrocher et maintenir l'attention de votre lecteur. Monsieur Gervais, la première question que j'ai pour vous, c'est de savoir si on rédige un article scientifique de la même manière qu'on écrit un article. Merci beaucoup. Je voudrais, même si j'ai manqué quelques bouts de la dernière phrase de votre question, je voudrais avant tout, avant de commencer, vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite. Je suis d'autant plus touché par cette invitation que je reconnais certaines phrases parmi vous et je suis content de les retrouver. Alors, la question que vous posez, à savoir euh, la, la, différence entre le journalisme scientifique et le journalisme tout court. Je voudrais peut-être dire que pour aller au journalisme scientifique, il faut passer par le journalisme tout court. Ça signifie qu'il faut connaître les règles de base du journalisme. Il faut connaître la règle de la pyramide inversée, par exemple la pyramide renversée, comme on dit dans certains pays. Il faut connaître les règles du quintillien, qui consiste à écrire comme tout journaliste, à se poser des questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Il faut connaître la structure d'un article, c'est-à-dire l'attaque, le développement et la chute. Il faut connaître ces choses de base. Et il faut avoir une certaine pratique de ces choses. Mais au-delà du journalisme simple, je pense que le journalisme scientifique, lui, se pose la question du contact avec la connaissance. C'est vrai qu'on peut
estimer que le journalisme scientifique est un journalisme spécialisé, comme peut être le journalisme sportif, comme peut être le journalisme économique, comme peut être le journalisme politique, on peut le dire, mais il y a quand même une différence entre le journalisme, par exemple, scientifique et le journalisme, disons, politique. Parce que le journalisme scientifique, à mon sens, consiste à la fois diffuser la connaissance, c'est-à-dire aller tenter d'aller vers le combat contre l'ignorance. Donc, certaines éducations, je n'aime pas le journalisme éducatif, pas que je ne l'aime pas, mais dans le domaine de la science. Euh, et ce journalisme aussi, à défaut d'éduquer le monde à la connaissance, fait quand même reculer en quelque sorte l'ignorance. C'est-à-dire nous permet de poser des questions sur la nature, sur les choses qui sont autour de nous, sur l'environnement, sur la maladie, sur la technique, sur la technologie, sur la connaissance du monde, sur les relations humaines. Donc, le journalisme scientifique, de ce point de vue-là, n'est pas simplement un journalisme qui rapporte des choses que l'on fait, mais il rapporte à la fois des choses que l'on fait et tente d'installer une sorte, j'allais dire, de débat sur ces choses que l'on fait. À savoir, par exemple, une démarche scientifique qui est engagée sur un sujet, une recherche, où est-ce que ça mène, quel problème ça pose, ramener ce débat-là à un débat humain. Sortir un peu les journalistes des laboratoires et montrer que c'est le journalisme, la science est une activité humaine. Donc il y a quand même là une différence avec le journalisme tout court. Mais il faut savoir qu'on part des canons du journalisme tout court. Et, cher professeur, il y a certains participants qui souhaiteraient que le son soit un tout petit peu, un peu plus élevé parce qu'ils n'arrivent pas à bien entendre. Je crois que c'est un souci lié au micro. Euh, ma deuxième question, c'est de savoir quelles sont les étapes dans la rédaction d'un article scientifique. Qu'est-ce qui fait d'un article scientifique un article bien écrit et excellent? Ok, ça c'est une question intéressante et importante. Pour répondre à cette question, je veux considérer que nous avons tous des notions de base du journalisme, c'est-à-dire les quelques notions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, aller au-delà de ces notions. Et donc, pour moi, la meilleure manière de réussir un article scientifique consiste à passer par trois types d'instrumentation, ce que j'appelle des instrumentations. La première instrumentation est une instrumentation contextuelle. La deuxième instrumentation est une instrumentation éditoriale. Et la troisième instrumentation est une instrumentation rédactionnelle. Première instrumentation, l'instrumentation contextuelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Quelqu'un qui veut faire du journalisme scientifique doit minimalement suivre l'actualité scientifique. Il doit se mettre dans le contexte de la science et de l'information scientifique. Quelqu'un qui veut faire du journalisme scientifique doit lire des articles scientifiques. Je veux dire, non seulement les articles des confrères, les articles scientifiques au titre de ce que j'appelle des articles savants, des articles de la littérature grise, c'est-à-dire des publications des scientifiques, tels que vous allez voir par exemple dans les journaux très spécialisés. C'est assez rébarbatif, mais il faut s'y soumettre. J'appelle cela le contexte. On ne peut pas écrire un bon article scientifique si on n'a pas, premièrement, suivi l'actualité scientifique, si on ne prend pas l'habitude de lire les articles savants, que j'appelle les articles savants, et si on ne prend pas l'habitude d'établir un contact suivi avec les journalistes. Sur les deux derniers aspects, lire les articles savants. Tout article savant, en gros, comporte, disons, 3 ou 4 parties, ce qu'on appelle la méthode IMRED. La méthode IMRED, dans un article savant, c'est l'introduction, les matériels et méthodes, les résultats, les discussions et les conclusions. Donc, quand vous lisez un article, en temps de sciences normales, ce qu'on appelle sciences normales, c'est que quand il n'y a pas de débat, quand quelque chose est établi, prenons un article médical. Si vous voulez parler du diabète, il y a quand même assez de consensus en ce qui concerne le diabète. Si vous voulez parler de l'hypertension, il y a quand même assez de consensus
en ce qui concerne l'hypertension. Donc, si vous lisez, vous avez un article sur le diabète ou sur l'hypertension, dans la méthode que je viens d'énoncer, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion et conclusion, ce qui pourrait intéresser plus facilement le journaliste, c'est souvent l'introduction, les résultats et les conclusions. Vous avez là, en temps de science normale, en temps de science consensuelle, vous avez là des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir l'information dans l'article savant. En temps de science exceptionnelle, qu'est-ce que j'appelle science exceptionnelle? C'est un peu la phase que nous vivons actuellement. C'est-à-dire lorsque la science n'est pas encore arrêtée, lorsque nous n'avons pas encore des résultats, lorsqu'il y a des polémiques sur les méthodes, lorsqu'il y a des polémiques sur les propositions avancées, lorsqu'il y a des inconnus, de manière générale. En temps de science exceptionnelle, comme disait Thomas Kuhn, je pense qu'en considérant les éléments que je viens de donner, l'introduction, les matériels, les méthodes, les résultats à discussion, ce qui devient intéressant à ce moment, c'est de surveiller les matériels, les méthodes, les résultats que le scientifique produit. Donc, si l'on revient au départ, pour un article scientifique, il y a une introduction, un article savant, il y a une introduction qui montre un peu quel est le problème que le scientifique veut résoudre, il y a les matériels et les méthodes qui montrent comment le scientifique veut résoudre ce problème, il y a les résultats et les discussions qui montrent les résultats auxquels est arrivé le scientifique et comment il discute ces résultats, et il y a la conclusion qui dit où est-ce qu'il se situe en fin de compte. En temps de science normale, le journaliste peut s'intéresser à l'introduction, il aura la question de recherche, à la conclusion, il aura ce que le scientifique pense, et au résultat, éventuellement, il peut voir jusqu'où le résultat est arrivé. En temps de science exceptionnelle, le journaliste va s'intéresser à la méthode, comment il a fait, comment le scientifique a fait. Parce que les résultats n'étant pas encore arrêtés, le consensus scientifique n'étant pas arrêté, il faut que chacun puisse discuter des méthodes. Vous avez vu, lors du débat sur la crise actuelle, vous avez vu que les scientifiques ne s'entendaient pas. Et souvent, ils ne s'entendaient pas parce que chacun avait suivi une méthode différente. Donc, il devient important pour le journaliste de suivre ces méthodes. Alors, je fais ce résumé-là sur la lecture des articles savants. J'ai également indiqué qu'il faut établir et garder les contacts avec les scientifiques. Alors, établir et garder les contacts avec les scientifiques impose quand même deux règles. La première règle, c'est que le journaliste ne doit pas devenir scientifique. Souvent, les scientifiques nous happent tellement que nous avons envie de faire comme eux, de devenir eux. Le journaliste doit toujours garder sa distance. Il est là pour interroger le scientifique, non pas pour le comprendre. Il aura beau dire non, il y a certains scientifiques, par exemple, qui cherchent à influencer le journaliste en disant ce que je vous expliquais là est un tout petit peu difficile. Hein, ils disent souvent ça. Je pense qu'il ne faut pas souvent accepter ça. Si lui peut comprendre ça, vous aussi, vous pouvez comprendre. Et puis, de toutes les manières, ce n'est pas votre travail, c'est son travail à lui de passer par les difficultés. Ce que vous avez envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait et à quoi il est arrivé. Donc, c'est à lui de mettre ces informations-là à votre niveau. Faites l'effort de votre côté de vous mettre en position de comprendre, de l'écouter attentivement, de le suivre attentivement, de poser-lui des questions et prenez de la distance par rapport à ce qu'il dit. Même si vous êtes son ami, prenez quand même de la distance. J'ai vu certains journalistes que j'ai formés me poser la question de savoir, surtout dans notre continent, en Afrique, ils sont entrés en contact avec des journalistes et avec des scientifiques. Et certains scientifiques leur demandaient de les aider à réaliser leurs expériences. Est-ce que vous pouvez aller me chercher tel type d'échantillon pour que je vous démontre ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas le travail des journalistes de participer à l'expérimentation. Je sais que les journalistes, les scientifiques peuvent ne pas avoir des moyens et peuvent peut-être solliciter l'aide, mais ce n'est pas aux journalistes de participer. Donc, instrumentation contextuelle, suivre l'actualité scientifique, lire les articles savants, établir et garder des contacts avec les scientifiques, avec les éléments que je viens d'évoquer. Deuxième chose, l'instrumentation éditoriale. Il faut toujours savoir à qui vous vous adressez. J'établis de ce point de vue 2 ou 3 niveaux de journalisme scientifique. Ce que j'appelle le journalisme de premier niveau, ce n'est pas qu'un niveau est plus important qu'un autre. Mais ce que j'appelle le journalisme de premier niveau, le journalisme scientifique de premier niveau, c'est le journalisme qu'on trouve dans les quotidiens. C'est le journalisme qui donne la nouvelle. Il y a eu découverte d'un vaccin, par exemple. Hein? Donc, vous donnez la nouvelle. Et vous dites,
à quoi la nouvelle est utile. Ce journalisme scientifique de premier niveau correspond donc à celui de la nouvelle. Il y a ce que j'appelle journalisme scientifique de deuxième niveau, que vous allez trouver dans les magazines. Pour nous qui sommes francophones, vous allez peut-être trouver dans le magazine Science et Avenir, vous allez trouver dans les magazines de ce niveau-là, ce que j'appelle journalisme scientifique de deuxième niveau. C'est un journalisme qui a déjà un public de classe moyenne, des gens assez instruits, mais pas trop instruits non plus, et des gens qui s'intéressent à l'actualité, mais à l'actualité qui va un peu plus au-delà. Donc, vous allez avoir des reportages, vous allez avoir des enquêtes, vous allez avoir un certain nombre d'éléments qui déroulent la science, un peu plus que de donner simplement la nouvelle. Donc, il y a un troisième niveau de journalisme scientifique qui est plus proche de l'article savant. Vous allez trouver ce troisième niveau-là dans le journalisme écrit. Vous allez le trouver, par exemple, pour nous qui sommes francophones, avec le magazine La Recherche, par exemple. Et vous pouvez voir un troisième niveau de journalisme scientifique qui est très proche de la littérature religieuse, qui est très proche de la littérature savante. Et ce journalisme scientifique-là permet d'aller dans des articles de fond, dans des débats de fond et dans des débats qui peuvent être journalistes. Donc, dans l'instrumentation, ce que j'appelle l'instrumentation contextuelle, le journaliste scientifique doit toujours savoir quel est son public. Je donne ces niveaux de journalisme, c'est un peu ma typologie, si vous voulez. Ce n'est pas une typologie mondiale, c'est ma typologie pour me permettre de me situer. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je me situe au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, à qui je donne la nouvelle? Est-ce que je me situe à un niveau de quelqu'un qui veut comprendre un peu mieux, à qui je donne des reportages et des enquêtes? Est-ce que je me situe à un niveau un peu plus élevé où je suis à côté de la publication savante sans être de la publication savante? Là, je vais faire des articles un peu plus de fond et des articles un peu plus nuancés. Troisième instrumentation que j'évoquais tout à l'heure, ce que j'appelle l'instrumentation rédactionnelle. Comme j'ai dit au départ, je prends pour acquis que nous connaissons tous les règles de base du journalisme. Donc, je ne veux pas traiter de la pyramide inversée, je ne veux pas traiter du quintilien, je ne veux pas traiter de la structure d'un article, je vais aller un peu plus au-delà. Dans l'instrumentation rédactionnelle, il y a ce que j'appelle les canons généraux. Alors, j'ai des contacts dans la science avec des scientifiques, j'ai lu des articles scientifiques, j'ai suivi l'actualité scientifique. Deuxième point, je sais à quel niveau je me situe. J'écris pour un magazine, je vais faire un reportage et maintenant je vais écrire. Avant d'écrire, je me pose 3 questions. Première question, ce qu'on appelle le message essentiel. Qu'est-ce que je veux dire dans mon article? Vous devez vous poser cette question-là. Quand quelqu'un aura lu mon article, même s'il ne retient pas les détails, que va-t-il retenir de cet article? Est-ce qu'il va retenir qu'un nouveau vaccin est arrivé et que ce vaccin ne vaut rien? Est-ce qu'il va retenir qu'un nouveau vaccin est arrivé et que ce vaccin a beaucoup d'espoir? Est-ce qu'il va retenir qu'un nouveau vaccin est arrivé et que ce vaccin est ce qu'on attendait? Donc, il faut avoir un message. Quel est le message essentiel que doit véhiculer votre article? Premier point, avant même de prendre votre stylo à billes. Deuxième point, qu'on appelle souvent l'intérêt humain. On a créé un nouveau vaccin. À quoi cela peut-il servir à l'humanité? À quoi peut-il servir à mes lecteurs, à mes auditeurs, à mes téléspectateurs? À quoi cela peut-il servir? Il faut relier l'information scientifique, l'actualité scientifique aux intérêts de nos cibles, aux intérêts de nos publics. C'est ce que j'appelle l'intérêt humain. Et troisième chose, il faut que je raconte une histoire. Donc, première chose, qu'est-ce que je vais dire? Message essentiel. Deuxième chose, en quoi ça intéresse les gens? Ce que j'appelle l'intérêt humain. Et troisième chose, quelle est l'histoire que je veux raconter pour que ça passe? Ça, c'est ce que j'appelle les canons généraux. Les deuxièmes canons, que j'appelle des canons plus spécifiques. Quels sont les outils que je vais utiliser? Je vous conseille 3 outils dans la rédaction. J'ai dit dès le départ que je considère que nous sommes tous journalistes. Donc je ne veux pas revenir sur les techniques d'écriture. Maintenant, je suis au-delà des techniques d'écriture. Je vous conseille 3 canons spécifiques. Je vous conseille d'utiliser souvent la comparaison.
La comparaison est très utile. La comparaison consiste à dire un nouveau vaccin est arrivé. Par rapport à la situation que nous avions, c'est un avancement, c'est un recul, c'est un surplace, c'est un gain, c'est une perte. Donc, on va comparer des choses. Ça va plus simplement quand on compare les choses. Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours évident d'user de la comparaison parce qu'il y a des comparaisons qui peuvent être subtiles. Donc, première chose, utiliser la comparaison. C'est comme telle chose, c'est différent de telle chose, c'est en appui à telle chose, ça fait avancer telle chose. Et ça sied bien aux nouvelles. Quand vous avez une nouvelle, la comparaison peut être utile. Vous avez un masque qui arrive pour la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Vous avez un masque qui arrive. Quelle est la différence avec la situation sans masque? On peut comparer les deux situations. Quand on est sans masque, voici. Et quand on a un masque, voici. Ça donne l'importance de la nouvelle. Deuxième chose que je vous dis, au-delà des autres techniques journalistiques, deuxième chose que je vous invite souvent à utiliser, ce que j'appelle la métaphore, ce que j'appelle l'analogie, ce que j'appelle l'image forte. Dans la métaphore, par exemple, on va dire les gens vont mettre un masque, c'est parce que la bouche humaine est comme un volcan, par exemple. On est déjà dans le domaine de la métaphore. Une bouche comparée à un volcan qui peut cracher des tas de choses. Et ces choses-là comportent un certain nombre de dangers. On va dire qu'un ordinateur est un cerveau humain et que ce cerveau a tel type d'activité. Donc, utilisez la métaphore, utilisez l'analogie, utilisez les images. Ça permet de rendre les choses plus compréhensibles et plus complètes. Et troisième élément, dans les canons spécifiques, utilisez l'illustration et l'exemple. C'est-à-dire que vous donnez dans l'illustration et l'exemple, vous donnez des cas. Souvent, si vous lisez des articles savants, si vous êtes immergé dans l'actualité scientifique, si nous prenons l'actualité de ces derniers jours avec le cas du coronavirus, on va se rendre compte qu'on peut trouver des cas où, par exemple, si on revient sur le masque, on peut trouver des cas où les gens n'ont pas mis le masque et on a vu un certain nombre de résultats. Si ces cas-là sont documentés. C'est ça que j'appelle donner l'exemple, donner l'illustration. Donc, au-delà de... j'entendais aussi tout à l'heure dire des choses très intéressantes sur la clarté, sur la simplicité, sur la conduite. J'ajouterais raconter une histoire. Il faut savoir utiliser les comparaisons. Il faut savoir utiliser les métaphores. Il faut savoir utiliser les illustrations. Et si vous utilisez ces trois choses-là, vous avez avancé d'un cran l'article que vous avez à écrire. Et enfin, dans ce que j'appelle l'instrumentation rédactionnelle, et enfin ce que j'appelle les canons personnels. Je me pose toujours la question comme journaliste, je me pose toujours la question des limites de la recherche dont je parle, que j'ai devant moi. En quoi cette recherche fait avancer les choses et en quoi a-t-il quand même des limites? On va dire, on a trouvé telle chose, mais on a... je vais donner un exemple qui peut être intéressant. On a fait une expérience avec le masque, mais on l'a fait à Paris. On ne l'a pas fait à Kigali. On ne l'a pas fait à Yaoundé. On ne l'a pas fait à Cotonou. On ne l'a pas fait à Dakar. Ça peut être banal, je le dis comme ça pour vous donner un exemple, mais vous savez tous, nous avons tous vu que, par exemple, cette pandémie a évolué différemment selon les continents. Et le continent africain, peut-être, pour toutes sortes de raisons, a connu une évolution différente. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas été touché, qu'il n'a pas été touché, mais une évolution différente. Je ne sais pas. Mais en étudiant les recherches que vous avez devant vous, vous pouvez peut-être voir ce type de limites dans les recherches. Donc, dans les canons personnels, je me pose toujours la question des limites d'une recherche. Je me pose toujours la question des points non résolus. Cette recherche ne me permet pas de trouver une solution, parfois scientifique, parfois sociale, parce que le journaliste va avoir un accent scientifique, mais aussi un accent social. On a découvert un vaccin, mais combien ça coûte? On a découvert un vaccin, où est-ce qu'on peut le conserver?
s'il faut aller vacciner des gens dans un village, peut-être que le vaccin va demander des installations de frigorification qui ne sont pas disponibles. Comment on va faire? On a trouvé un vaccin, quels sont les effets secondaires? Il y a toutes sortes de questions, des points non résolus qui peuvent être des points à la fois scientifiques, mais des points sociaux aussi. Il faut toujours se poser des questions sur le débat qui entoure le vaccin. Il faut toujours dire, le vaccin a tel débat. Hein. Peut-être c'est une lutte entre les questions pharmaceutiques, c'est une lutte entre ceci. Il faut toujours soulever ce type de débat. Et puis, je pense qu'il faut toujours donc avoir ses propres réserves. Alors, quand j'ai donné ces trois instrumentations, les instrumentations contextuelles sur l'actualité, lire les articles savants et établir, regarder le contact, l'instrumentation éditoriale, savoir à quel niveau de public j'ai affaire, est-ce que c'est un public du quotidien, est-ce que c'est un public plus cultivé, de magazines, est-ce que c'est un public plus élevé où je peux structurer, l'instrumentation rédactionnelle, est-ce que j'ai un message essentiel à dire, est-ce que j'ai utilisé l'intérêt humain, est-ce que je peux raconter une histoire? À ce moment-là, je vais raconter mon histoire en utilisant parfois des comparaisons, parfois des métaphores, parfois des analogies, parfois des illustrations, parfois des exemples. Et je vais, non pas que ce soit suivi, et je vais avoir dans mon article un certain nombre de positions personnelles par rapport aux limites de la recherche, aux points non résolus, au débat de la recherche et aux réserves qu'on peut avoir. Alors, voilà très rapidement, j'ai essayé de résumer ça très rapidement en évacuant, comme je l'ai dit et je le répète, je ne me suis pas intéressé ici aux questions de technique journalistique. Je me suis dit que nous sommes déjà journalistes et que nous allons peut-être à des petits trucs qui peuvent vous permettre de faire un peu mieux. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Je ne vous suis pas. Je n'ai pas de retour. Oh. Oui, c'est mieux. D'accord. Professeur, est-ce que vous avez un exemple de meilleur article scientifique que vous avez lu sur la COVID-19 ou peut-être un article sur la santé excellemment bien écrit qui a retenu votre attention, que vous pouvez peut-être suggérer à nos participants? J'ai lu quelques bons articles ces derniers temps. Je ne les ai pas préparés, mais je vais vous faire parvenir quelques articles que j'ai pu lire, qui peuvent être intéressants. Je ne les ai pas sous la main, mais je vais vous les faire parvenir. Il y a décidément quelques petits problèmes de... D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il faut forcément... Oui. Est-ce qu'il faut forcément être scientifique ou médecin pour écrire un excellent article sur la science, sur la santé? Oui, je connais cette question. Non, non, il ne faut pas être nécessairement scientifique. Il ne faut pas nécessairement être médecin. Il y a de bons médecins qui peuvent devenir des journalistes scientifiques. Mais le journalisme est un métier. Et le métier de journaliste n'est pas le métier de scientifique. Donc, il faut être informé de l'actualité scientifique. Il faut savoir comment la science fonctionne comme journaliste scientifique. Si vous êtes journaliste sportif, vous devez être informé de l'actualité sportive. Et vous devez savoir comment le sport fonctionne. Mais un bon journaliste sportif n'est pas nécessairement un bon joueur de football, par exemple. Donc, je sais que dans le pays où je vis, le Canada, il y a plusieurs journalistes qui ont été des journalistes sportifs, qui ont été de grands sportifs. Ça existe. Mais dans mon entendement, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique, un grand médecin pour être un bon journaliste scientifique. Je me méfie même souvent, je le dis entre journalistes, mais je le dis aussi avec les scientifiques, je me méfie même des scientifiques qui deviennent journalistes sans abandonner leur pratique de la science. Parce que pour toutes sortes de raisons, si on va dans la sociologie de la science à ce moment-là, on dirait qu'ils veulent avoir le passage par les médias pour faire leur science.
ce qui n'est pas souvent toléré par le monde, le monde scientifique, la communauté scientifique. Mais je pense qu'un très bon journaliste simple peut être un très bon journaliste scientifique, à condition de prendre le temps de s'informer sur la science, à condition de prendre ce temps-là. Professeur, cette question vient d'un participant qui demande pourquoi est-il toujours difficile pour des médecins africains de fournir des données chiffrées qui puissent orienter dans la rédaction des sujets sur la santé? Très bonne question. Je pense qu'il faut être peut-être un peu clair et percutant dans ce domaine-là. Je pense que souvent, eux-mêmes n'ont pas ces données. Et c'est ça qui est intéressant pour le journaliste. Et quand vous leur posez la question, c'est peut-être à ce moment-là que vous attirez leur attention sur le fait qu'il faut des données. Il y a bien sûr des médecins qui ont beaucoup de données. Il y a bien sûr des données qui peuvent être disponibles. Mais peut-être que les données que vous leur demandez, ils ne les ont pas. Alors pour toutes sortes de raisons, peut-être le temps pour lui d'aller retrouver ces données, il peut vous suggérer de prendre un petit temps. Il y a aussi, bien entendu, comme partout ailleurs, des médecins qui ne veulent pas les donner. Ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être pour des raisons politiques, ça peut être pour des raisons techniques. Mais il faut aussi dire qu'il y a quand même beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques qui s'approchent beaucoup des médias et des journalistes ces derniers temps. Je lisais une étude qui n'a rien à voir avec la pratique du journalisme scientifique, mais qui est sur l'observation du journalisme scientifique et qui dit que contrairement aux observations qu'on faisait dans les années 60, 70, 80, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on a l'impression que les scientifiques cherchent plutôt à s'approcher des médias et des journalistes. Autrefois, ils fuyaient. Il y en a toujours qui fuient encore, mais la plupart des scientifiques, la plupart des médecins savent que leur travail ne peut marcher que si le travail est médiatisé. Il peut même être médiatisé pour toutes sortes de raisons, pour leur propre célébrité, mais aussi pour la vulgarisation de ce qu'ils font, pour l'information du public, pour l'information des pouvoirs publics et peut-être pour l'information des collègues. Donc, peu de médecins, peu de scientifiques refusent de donner des informations, peut-être parce qu'ils n'ont pas ces informations-là. Ça continuera toujours d'exister, mais je pense qu'il y en a aussi qui donnent des informations tant que des gens. Ah, il y a une autre question d'un participant qui voulait savoir comment le journaliste peut-il présenter ses informations souvent sur les gens tout en restant crédible. Justement, en cette période de science exceptionnelle, surtout là, il y a beaucoup d'éléments qui varient au fur et à mesure de l'avancée des trouvailles, bien des découvertes, si je peux te dire. Bien, excellente question également. Il faut savoir que la science avance par incertitude. Ça, le journaliste scientifique, lui, le sait. La science avance par incertitude. Lorsque vous voyez le public dire que oh, les scientifiques ne s'entendent pas, tel est contre tel ne dit une chose, en réalité, c'est comme ça que fonctionne le monde de la science. Le monde de la science, avant qu'on arrive au consensus, il y a un brouhaha terrible, il y a une confusion terrible. C'est ce qu'on appelle justement la science, ce qu'on pourrait appeler la science exceptionnelle. Le moment où la science bâtit le consensus. Il est arrivé qu'avec la crise du coronavirus, ce moment-là est public. C'est la différence. Ce moment-là est public. Mais généralement, ce moment est privé, j'allais dire interne à la communauté scientifique. Mais ça existe toujours. Il n'y a pas de consensus comme ça. Mais si vous pouvez remonter jusqu'à Pasteur. Lorsque Pasteur démontrait qu'il y avait, il pouvait avoir des germes et que c'est l'air qui est autour de nous, pour dire ça de manière triviale, c'est l'air et les germes qui sont présents dans l'air qui permettent aux matières qui sont là de pourrir. Pourquoi les matières pourrissent? Pasteur voulait démontrer que... Il y a des gens qui voulaient démontrer que non, ce n'est pas l'air. Et donc, on a fait des expériences sous vide, soi-disant, pour démontrer. Donc, il y a eu des débats, même depuis le pasteurisme, dans toutes les phases de la science, sauf que ces débats-là se déroulent à l'intérieur de la communauté scientifique.
dans le cas de la pandémie qui préoccupe, ces débats-là étaient tenus. Donc, le journaliste, lui, sait que la science se construit dans ces débats, dans ces affrontements, dans ces controverses. Et pour rendre compte, et je pense que c'est un moment très intéressant pour le journaliste scientifique. C'est un moment très, très intéressant parce que vous êtes un peu comme dans une compétition sportive où il y en a un qui bat un autre qui dit non, je ne suis pas encore totalement battu, il faut que je revienne, et ça vous donne de la matière. C'est pour cela que, quand je disais tout à l'heure que quand vous terminez vos articles, il faut toujours voir les limites de la recherche, il faut toujours voir les points non résolus, il faut toujours voir les débats de la recherche, il faut toujours avoir les débats. Il ne faut pas penser que la science ne donne que des oukases, ne donne que des conclusions arrêtées dans le béton. La science évolue. Et la science, c'est le domaine par excellence de l'incertitude. La science, c'est le domaine où c'est la question qui est plus importante que la réponse. Les réponses ne durent qu'un temps. Et les réponses sont évacuées après. Chaque science démolit la science qui la précède. Et c'est ça qui est intéressant dans la science. C'est seulement que ça existait dans la communauté scientifique, ça n'existait pas devant tout le monde. La crise nous a donné l'occasion de voir ça en direct, si vous voulez. Docteur, comment arrive-t-on à communiquer l'incertitude? On arrive à communiquer l'incertitude d'abord en disant que c'est de l'incertitude. En montrant que, et c'est là également le rôle du journaliste, en montrant que les scientifiques ne sont pas des super-hommes. Les scientifiques tâtonnent. Ils ont des moyens, et c'est ces moyens-là, c'est pour ça que je vous disais que lorsqu'on lit des articles savants en temps de sciences exceptionnelles, il faut s'arrêter sur les matériels et les méthodes. C'est quel matériel, c'est quelle méthode, c'est quel résultat qui permettent d'avoir ça. Donc, pour communiquer, pour qu'un journaliste montre l'incertitude, un, reconnaître l'incertitude, deux, montrer les différentes positions qu'il y a dans cette incertitude. Ne pas privilégier ne pas faire comme les hommes politiques. Les hommes politiques, eux, ils savent que pour toutes sortes de raisons, il faut privilégier ceci plutôt que cela. Mais le journaliste scientifique, lui, doit montrer que nous sommes en pleine compétition. Si vous allez courir, je prends la métaphore du football, je disais tout à l'heure qu'il faut utiliser les métaphores. Si vous allez couvrir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr que on ne sait pas qui va gagner. Donc, pendant la compétition, prenez le soin de chaque fois dire quelle équipe est forte, mais on verra ce que ça va donner. Telle équipe a beaucoup de vedettes, mais on verra ce que ça va donner. Alors, on a tel en sciences, on a telle découverte en médecine, on a telle découverte, on a telle, mais il faut savoir qu'il y a tel autre qui pose tel type de problème. L'incertitude est peut-être même le meilleur moyen pour le journaliste scientifique d'exister. Parce que lorsqu'il y a consensus en sciences, le journaliste scientifique n'a, j'ai l'impression, n'a plus qu'à donner l'onction à ce qui existe. Alors qu'en temps d'incertitude, c'est là où il intervient pour montrer que la science est une construction. Vous savez, il y avait une théorie de la sociologie scientifique qui parlait du constructivisme, qui montrait que la science se construit. Bon, bien entendu, ils utilisaient ce constructivisme pour montrer aussi les défauts de la science, mais la science se construit. Et le meilleur journalisme scientifique, à mon sens, devrait se faire lorsque cette science se construit. Mettez le micro. Est-ce que vous pouvez mettre le micro? C'est bon maintenant? Oui. Ok, d'accord. Il y a un autre participant qui posait la question si les sources médicales ou scientifiques ne sont pas très volubiles ou prolixes dans les réponses. Parce que souvent, il a un problème à obtenir des réponses détaillées. Qu'en pensez-vous, monsieur le professeur? Oui. Alors, ça, c'est aussi courant. C'est l'obstacle que dans nos pays, notamment africains, nous rencontrons souvent. Des sources qui ne veulent rien donner, qui ne sont pas volubiles. C'est pour ça qu'il faut avoir, je n'ai peut-être pas parlé de ça, il faut avoir un réseau dans le métier, d'autres journalistes, un réseau de scientifiques nationaux, mais un réseau de scientifiques en dehors de son pays également. Un réseau de journalistes nationaux, mais un réseau de journalistes en dehors du pays. Parce qu'on peut avoir des informations sur votre pays, si vous êtes, je ne sais pas moi, sénégalais,
Vous pouvez avoir des informations sur le Sénégal en parlant aux journalistes ivoiriens et vice-versa. Vous pouvez avoir des informations du Rwanda, du Burundi, du Congo en parlant avec des journalistes tchadiens. Donc, il faut développer un réseau. Ça, c'est une attitude pragmatique. Mais je pense aussi que lorsqu'on veut faire du travail de journalisme scientifique, il faut prendre l'habitude, et c'est pour ça que j'ai mentionné les articles savants tout à l'heure, il faut prendre l'habitude de les lire. Parce que lorsqu'on a déjà les articles savants, ouvrez-vous au monde. La science est nationale, c'est vrai, mais la science est mondiale. Donc, il y a des gens qui peuvent parler de ce qui se passe au Cameroun lorsqu'ils ne sont même pas au Cameroun. Ils sont peut-être au Gabon. Il y a des gens qui vont parler de ce qui se passe au Mali, je vais dire scientifiquement, lorsqu'ils ne sont pas au Mali. Ils sont peut-être, je ne sais pas moi, au Congo, et ainsi de suite. Donc, ouvrez-vous de manière pragmatique, ouvrez-vous des voies. Aimable, c'est que nous avons voulu établir un peu cela lorsque nous avions, dans le cadre de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, une opération que nous appelons SCOOP, qui voulait établir une fédération africaine, en tout cas faire des réseaux africains. C'était aussi dans le but de sortir ces gens-là de l'isolement. Alors, vous avez l'isolement en termes de contact avec les scientifiques. Mais il y a même un isolement que moi j'ai constaté en termes même de pratique professionnelle. Souvent, les journalistes scientifiques sont tout seuls dans leur rédaction. Les autres disent, bon, ça ne nous intéresse pas. Ils sont même tout seuls, peut-être même dans leur région. Ils sont même tout seuls, parfois dans leur pays. Et c'est l'ouverture au contact plus large qui peut peut-être leur permettre d'évoluer beaucoup plus sereinement. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais c'est une question d'importance qui oblige le journaliste à aller au-delà de son cercle direct, d'établir des relations, des ponts oui, avec vous avez les journalistes. répondu. OK. D'un autre participant qui voudrait savoir ce que doit faire le journaliste si les sources médicales ou scientifiques ne sont pas volubiles ou prolixes dans leurs réponses. Il dit souvent, j'ai un problème à obtenir des réponses détaillées. Allez voir, allez multiplier les sources. Multiplier les sources. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut, dans le journalisme scientifique comme dans le journalisme tout court. Oui, je vous entends, professeur. OK. Dans le journalisme scientifique comme dans le journalisme tout court, il faut multiplier les sources. Quand vous êtes pris avec une seule source, c'est sûr que la source peut peut-être pas vous donner entièrement satisfaction. Multiplier les sources. C'est une attitude. Alors, vous pouvez multiplier les sources. Il y a toujours des sources connexes, il y a toujours des sources annexes, il y a peut-être quelqu'un qui étudie, je ne sais pas moi, les maladies respiratoires. S'il y en a un dans une région ou dans un pays, ça devient difficile de trouver d'autres sources. Mais trouver toujours des gens qui sont à côté, il y a des généralistes qui, sans être spécialistes, peuvent quand même vous orienter d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, lorsqu'on est affronté à des gens qui ne peuvent pas donner plus qu'ils vont, il faut multiplier, il faut chercher d'autres sources à l'intérieur du pays, et je viens de dire tout à l'heure, même à l'extérieur du pays. Les scientifiques peuvent être disponibles à l'extérieur. Maintenant, avec un courriel, envoyez peut-être un courriel, cherchez dans les différentes associations, et puis vous pouvez avoir des possibilités. Il faut multiplier les sources, même lorsque les sources sont volubiles. Si les sources sont volubiles, c'est même encore l'occasion de multiplier les sources pour vérifier la possibilité de crédibilité de ces sources-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vois ici, la question est que les sources sont inaccessibles. Je lis dans le fil de la question. Les sources sont inaccessibles. Que faire? Quand vous parlez d'accessibilité, est-ce que vous voulez dire que ce sont des gens fermés ou ce sont des gens qui sont occupés ou bien alors on n'a pas de possibilité, on n'a pas de leur contact? C'est aussi le travail du journaliste, que je l'ai dit tout à l'heure, aussi le travail du journaliste scientifique de se bâtir des réseaux.
Et c'est pour ça que j'ai mentionné qu'il faut établir et garder des contacts avec la communauté scientifique. Si les sources ne sont pas accessibles parce que elles ne veulent pas être volubiles, cherchez des sources à côté. Si les sources ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas de spécialistes ou vous n'avez pas de contact, dans votre réseau, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui peut vous permettre d'accéder à une source, soit parce que c'est une connaissance, soit parce qu'il en a les coordonnées téléphoniques ou les coordonnées par courriel ou d'autres types de coordonnées. Donc, au niveau de l'accessibilité, je sais que parfois, on est effectivement buté à un manque de spécialistes sur une question. Mais je pense que sur des questions de santé, quand même, en Afrique, de plus en plus, il y a de très, très bons médecins, de très, très bons chercheurs en santé et de très, très bons enseignants de médecine. Donc, parfois, quitter le monde de ceux qui sont dans la pratique médicale, aller peut-être dans le monde de ceux qui sont dans la recherche médicale, aller dans le monde aussi de ceux qui sont dans l'enseignement de la médecine. Peut-être que ça peut vous permettre d'avoir des éléments d'information. Alors, prof, j'aimerais bien poser aussi ma question porte sur comment développer le réseau. Vous avez parlé qu'il faut toujours se contenter de développer un réseau, mais entretenir de bonnes relations avec les attachés de presse et des universités et d'autres organismes de recherche pour juste accéder à des experts compétents, ça avait un autre aspect important. Et pourtant, il y en a, si je crois bien, il y en a d'autres sources de documents de recherche qui sont déjà disponibles en ligne. Que pensez-vous, quelle est la meilleure source? Pensez-vous qu'il faut toujours passer par le réseautage ou bien il faut tout d'abord consulter ces documents disponibles avant qu'on entre en contact avec les experts? Alors, il y a deux aspects à votre question. Le premier aspect, c'est comment développer le réseau. Et le deuxième aspect, la consultation, la préparation avant d'entrer en contact avec les experts. Sur le développement du réseau, je pense que c'est à la fois une question de temps, mais aussi une question d'audace. La plupart des organismes de recherche, des instituts de recherche, ont un attaché de communication, ont un chargé de communication. Je vous suggère d'aller souvent au-delà du chargé de communication. Le chargé de communication est une porte d'entrée. Il va vous donner des communiqués de presse, il va vous donner quelques documents, il va vous suggérer quelques spécialistes, mais allez vous-même au-delà de l'attaché de communication et rencontrez vous-même des scientifiques. Lorsque vous allez rencontrer des scientifiques qui vous parlent d'un aspect, ils peuvent vous orienter à ce qu'on appelle la technique de la boule de neige, ils peuvent vous orienter vers d'autres qui peut-être traitent d'un aspect connexe ou d'un aspect annexe. Donc, aller au-delà du scientifique. Ça, c'est dans la communauté scientifique. Et pour dire honnêtement les choses, les scientifiques aiment quand même de plus en plus l'accompagner des journalistes. Il y en a qui n'aiment pas, mais ils sont très peu nombreux. Les journalistes, les scientifiques aiment de plus en plus l'accompagner. Donc, aller au-delà du contact officiel, briser le contact officiel, parler avec eux. Si vous êtes journaliste scientifique, prenez des contacts, appelez des gens, envoyez des courriels, prenez toutes sortes de contacts, assistez à des conférences ou des congrès scientifiques, lisez les journaux savants. Parfois, on n'a pas la possibilité de s'abonner, mais si vous allez dans des instituts scientifiques qui sont dans nos pays, ces instituts sont souvent abonnés à des revues savantes. Donc, il faut les lire. C'est assez rébarbatif, je l'ai dit au début, mais il faut prendre l'habitude de les lire. Donc, vous allez bâtir petit à petit votre réseau en entrant dans le domaine scientifique. Et j'ai dit tout à l'heure que faites-vous un réseau de scientifiques en allant au contact avec ces scientifiques, en allant au-delà du chargé de communication, en assistant à leurs activités, en allant les voir pour leur poser des questions, pour développer. Mais gardez-vous toujours votre distance, parce que si vous devenez un ami, vous n'êtes pas scientifique et vous allez tomber dans leur idéologie de scientifique en vous dit non, 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 ça vraiment, vous savez, ça on connaît, il ne faut pas publier ça, parce que non. Si ça ne rentre pas dans le domaine vraiment des embargos qui peuvent tenir, ce n'est pas aux scientifiques de vous dire ce que vous devez publier ou ce que vous ne devez pas publier. C'est vous, comme journaliste et technicien de la rédaction, qui devez savoir ça, je veux le dire de cette manière, et ça, je ne veux pas le dire de cette manière. Donc, ça, c'est le réseau avec les scientifiques. Mais le réseau avec les journalistes, est, je le disais tout à l'heure également, est un domaine également tout à fait important. Dans nos pays, la plupart des journalistes sont effectivement seuls. On a voulu encourager, j'ai été dans cette opération-là, on a voulu encourager la création
d'associations nationales, mais pour toutes sortes de raisons, les associations nationales ont des difficultés à fonctionner. Mais même s'il n'y a pas d'association, gardez-vous toujours un réseau de relations personnelles. Je vais donner un exemple, si vous voulez, personnel. Je ne connaissais pas, je suis heureux de connaître Kossi, mais je ne le connaissais pas réellement. Mais quand j'ai vu un message de Aimable, je me suis dit, tiens, je connais ce nom. Vous voyez un peu comment le réseau peut jouer à un moment ou à un autre. Ce n'est pas ce que Kossi me disait n'était pas important. J'aurais pu le lire, mais je suis plus naturellement attiré par quelqu'un que je connais. Est-ce qu'il est en difficulté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en difficulté? Est-ce qu'il veut me transmettre? Vous voyez? Donc, le réseau, ça sert à ça. Le réseau, ça sert aussi à ça. Maintenant, si j'ai une difficulté, je peux envoyer un message aussi en disant, est-ce que tu peux faire telle ou telle chose? Et ça fait une personne, deux ou personnes, trois personnes de plus. Bâtissez votre réseau de cette manière-là. Bâtissez-le pour la communauté scientifique, bâtissez-le également pour la communauté journalistique. Alors, pour le deuxième pan de ta question qui consistait à savoir, est-ce qu'on doit se préparer? Oui, absolument. Il faut surtout se préparer. Parce que vous savez que, vous, beaucoup plus que moi d'ailleurs, vous savez que les journalistes, je l'indiquais tout à l'heure, vont toujours avoir tendance à penser qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Parce que, bon, ça demande, c'est vrai, une certaine assise, ça demande un certain rodage, ça demande une certaine habitude dans ces domaines-là, mais vous êtes capable de comprendre. C'est pour ça qu'il est bien de vous préparer. Et vous pouvez vous préparer par la lecture. De plus en plus, par le net, il y a des publications auxquelles vous pouvez accéder. Demandez, par exemple, à la Fédération mondiale des journalistes scientifiques les possibilités d'accès et on vous donnera des possibilités d'accès. Il faut absolument se préparer avant d'aller rencontrer un scientifique. Sinon, vous allez vous faire ramasser. Sinon, vous allez vous faire ridiculiser. Et un journaliste qui se fait ridiculiser perd son estime de soi, sa confiance en soi, mais aussi la crédibilité vis-à-vis des autres. Donc, préparez-vous solidement. Ce qui ne signifie pas que vous devez être spécialiste de la question. Vous allez comme journaliste, il va peut-être vous embarquer dans des questions méthodologiques en disant, vous voyez, il m'a fallu 15 ans pour mesurer 2 cm de ceci. C'est ça qui l'intéresse. Mais vous allez lui dire, ça vous a coûté combien? Et il n'a peut-être pas pensé à ça. Ça vous a coûté combien? Ça vous a demandé combien d'assistants? Ça va servir à quoi? Voilà les questions peut-être auxquelles il ne s'attend pas. Bien sûr, il y a des questions techniques qu'il devra évoquer, mais vous devez élargir son champ. Et c'est ça aussi le journalisme. C'est d'ailleurs d'abord ça le journalisme scientifique. Élargir la question scientifique au-delà de la science. En faire une question de vie, en faire une question humaine, en faire une question de société. Est-ce que j'ai effleuré quand même quelques éléments de votre question? Et puis, cher professeur, il y a une question qui revient inlassablement, celle de savoir quelles sont les astuces pour bien rédiger un article scientifique et un article sur la santé. Je pense que cette question a déjà été répondue au tout début de ce webinaire, mais l'autre question, c'est de savoir quels sont les écueils à éviter lorsqu'on veut écrire un article scientifique ou un article sur la santé. Le premier écueil à éviter lorsqu'on veut écrire un article scientifique de manière générale et un article sur la santé, c'est de ne pas raconter une histoire. C'est ce que j'appelle raconter une histoire. Une histoire comprend trois choses. Comme disaient les anciens, c'est banal, mais c'est vrai. Une histoire comprend un début, un milieu et une fin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Première chose. Alors, pour le dire, je commence par où? Je commence par des faits humains, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui intéresse mon public, quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être intéressant maintenant, ça peut être intéressant dans le passé, ça peut être intéressant dans l'avenir. C'est quelque chose qui intéresse. Est-ce que ça intéresse nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres? Est-ce que ça intéresse moi aujourd'hui et mon entourage? Est-ce que ça intéressera mes enfants, mes petits-enfants? Donc, ça commence où? Et puis, cette histoire-là, comment elle peut se développer? Elle va se développer en devenant ceci, ceci, ceci.
Donc, la recherche qu'on vient de permettre a permis de, je ne sais pas moi, si c'est une recherche médicale, il y a telle maladie qui existe, qui n'avait pas jusqu'ici de possibilité de prise en charge. Aujourd'hui, on a trouvé une prise en charge. Cette maladie a déjà tué tant de personnes chez nous ou handicapé tant de personnes et handicap aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ceci. Voici ce qui a été trouvé. Ça permet de faire ça, 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 ça. Ça limite ça, 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 ça. Et puis, au troisième niveau, ce qu'on appelle une fin. Maintenant, à la fin, est-ce qu'on peut se contenter de ça? Est-ce que le problème est résolu ou le problème est résolu à moitié ou le problème n'est pas résolu pour toutes sortes de choses? Le problème peut être résolu scientifiquement et comme je disais tout à l'heure, peut-être socialement ou économiquement, il n'est pas résolu. Peut-être qu'il y a un vaccin, mais est-ce qu'on a accès à ce vaccin? Nous avons parlé d'accessibilité tout le long de cette conversation. Est-ce qu'on a accès à cela? Donc, raconter une histoire après avoir pris votre message essentiel. Qu'est-ce que je vais dire sur cette nouvelle scientifique? Je vais dire quoi? Et je vais raconter une histoire. Je vais commencer par ici, je vais évoluer, je vais arriver à la fin. Une histoire, c'est ces trois choses-là. Ça peut être simple aussi, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Mais retenez le schéma en tête. Et ce schéma, j'ai donné quelques éléments tout à l'heure. J'ai dit, vous avez dans l'instrumentation rédactionnelle, vous avez le message essentiel, vous avez donc une histoire que vous allez raconter avec des illustrations, avec des images, avec des métaphores. Parce que si vous utilisez les termes scientifiques directs, aussi disait tout à l'heure qu'il faut être clair, qu'il faut être simple, si vous utilisez les termes scientifiques directs, ça peut être un peu lourd. Utilisez-les de telle manière que les gens puissent, lorsqu'ils vont rencontrer cette expression ailleurs, comprendre ce que c'est, mais nuancez-les et mettez-les en contexte. Donc, à mon sens, la rédaction d'un article scientifique, c'est toujours savoir raconter une bonne histoire qui est réelle et qui a un impact. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un médicament qui va vaincre le coronavirus. Ce médicament vient de tel endroit. Il est fait comme ça, comme ça, comme ça. Il soigne ça, 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 parce que le coronavirus est ça, et ça, et ça. Mais maintenant, ce médicament que nous attendons ici, est-ce qu'il pourra vraiment venir parce que les grands l'ont déjà tous acheté et qu'on ne peut pas le produire beaucoup plus que ça, ou bien parce qu'il coûte cher et nous n'avons pas assez d'argent, ou bien parce que nous sommes éloignés et qu'il faut aller en ville pour l'avoir, etc., etc. Vous avez donc raconté votre histoire. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir donner des instruments. Si j'avais vraiment une salle de classe avec la possibilité de faire des exercices, on aurait pu faire des exercices et puis on aurait vu comment on peut structurer. Docteur, cher professeur, donc moi, vous êtes basé au Canada et vous avez une grande expérience en matière de journalisme scientifique. Mais lorsque vous regardez un peu le travail que font les journalistes scientifiques en Europe et les journalistes scientifiques francophones, quel regard avez-vous? Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est vraiment ça? Le journalisme scientifique, je veux vous dire le fond de ma pensée, évolue en Afrique beaucoup plus qu'ailleurs. Il évolue en Afrique beaucoup plus qu'ailleurs. Pourquoi cela? D'abord parce que j'ai l'impression que l'Afrique est encore le milieu où on n'a pas encore d'autres types de connaissances. Il y a un foisonnement de connaissances. Et la connaissance scientifique, il y a un type de connaissance. Je ne veux pas dire une connaissance supérieure, mais quand même, c'est la connaissance qui, aujourd'hui, est prioritaire. L'Afrique est le milieu où cette connaissance-là est encore un peu en concurrence avec d'autres types de connaissances. Ce qui fait que les pas vont plus vite parce qu'on sent l'avancement. Dans les vieux pays, l'Europe ou l'Amérique, le journalisme scientifique devient presque un journalisme, j'allais dire, normal. C'est juste une spécialisation, ce qu'on appelle, un chercheur appelé le niveau zéro, le degré zéro du journalisme scientifique. C'est-à-dire, je fais du journalisme scientifique comme les gens font du journalisme sportif, comme ils font du journalisme politique. Donc, c'est un journalisme juste spécialisé. Mais en Afrique, il n'est pas que spécialisé. C'est parce que c'est un domaine qui va au-delà simplement de rapporter la nouvelle de la science. C'est tout un état d'esprit, c'est tout un domaine de culture, c'est tout un domaine d'éducation, c'est tout un domaine c'est toute une vision du monde, en réalité, qu'on a en Afrique. Alors qu'il
Il y a encore des problèmes de ce type en Europe, mais pas autant qu'en Afrique. Le journalisme scientifique qu'on peut voir en Europe aujourd'hui est surtout un journalisme de débat. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu lors de cette pandémie, les gens allaient plus dans les débats. C'est devenu un journalisme de débat où les gens peuvent avoir justement, veulent rendre compte de la science quand elle se construit, quand elle est en phase de polémique, parce que la science, une fois arrêtée, il n'y a plus de débat et puis en attendant qu'elle se renouvelle. Donc, le journalisme en Europe et en Amérique, ou en Asie, je parle du Japon notamment, est plus un journaliste qui peut aller dans les débats. Alors que le journalisme scientifique en Afrique est un journaliste qui va dans l'avancement de la connaissance, dans l'avancement de la culture, dans la vision du monde, et même dans l'éducation, tout court. C'est pour ça que parfois, on va parler de vulgarisation scientifique en Afrique. Mais il faut savoir que ça a évolué. On parle de journalisme de vulgarisation scientifique dans les années 60, 70, 80. Maintenant, de plus en plus, on parle de journalisme. L'avenir du journalisme scientifique est donc en Afrique, me semble-t-il, l'un des plus étincelants, même si c'est encore un domaine où les gens, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on nous a appris depuis l'école primaire que la science est difficile, la science, ça demande des cerveaux exceptionnels, ça demande des attitudes exceptionnelles. Les gens ont encore peur, en Afrique, encore un peu peur de ça. Et les journalistes qui s'engagent dans ce domaine-là sont en quelque sorte courageux, mais ils vont se développer beaucoup plus vite que toutes sortes de journalistes. Je rappelle que nous sommes presque vers la fin de ce webinaire qui est prévu pour une durée d'1 heure. Et nous allons prendre les 2 dernières questions. Alors, sur Facebook, un participant qui pose cette question, cher professeur, comment s'y prendre en tant que journaliste scientifique pour éviter d'être manipulé par un spécialiste de la santé? Ça, c'est très intéressant. Première chose à voir, c'est la distance. C'est-à-dire, un journaliste, c'est un peu comme disait l'autre, le spécialiste du doute. Toujours dire oui, c'est vrai, mais y a-t-il autre chose? Non. Donc, quand on prend ces distances, on manipule le doute, on cherche d'autres sources. On a toujours une deuxième, une troisième source. Les gens qui faisaient le premier journalisme pensaient qu'une fois qu'un scientifique a parlé, une fois qu'un article a été publié, un article savant a été publié, ça s'arrête là. Pour ne pas être manipulé par les journalistes, les scientifiques, il faut cultiver le doute, il faut multiplier les sources. Il faut avoir plusieurs sources à la fois, même si les sources ne sont pas des sources très directes. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, des sources annexes. Et puis, il faut avoir sa propre culture. Quand je dis la distance, il faut avoir sa propre culture. Et il faut se poser ses propres questions. Nous avons, comme la pandémie, dans chacun de nos pays, dans chacune de nos communautés, dans chacune de nos localités, cette pandémie pose un certain type de problème. Les problèmes peuvent être des problèmes généraux, mais les problèmes peuvent aussi être spécifiques. Donc, c'est très important de garder comme journaliste des questions, j'allais dire, qui viennent de notre contexte, en disant, par rapport à nous, voilà ça, voilà la maladie, elle a été détectée de cette manière. Chez nous, comment on peut évoluer dans ce cadre-là? Alors, garder le doute, garder la distance et multiplier les sources. Cela dit, le journaliste n'est pas le journaliste, est un témoin. Le journaliste n'est pas là pour nourrir les polémiques scientifiques. On en fait état comme témoin. On dit tel pense que c'est vrai, tel autre pense que ce n'est pas vrai. Et c'est déjà beaucoup de faire du journalisme. Alors je pense que si on ne veut pas, si on veut être à côté des sources là, il faut très bien être cultivé, c'est-à-dire pouvoir prendre la distance, mais il faut surtout multiplier les sources. Il y avait une dernière question? Oui, je relis la question, c'est raconter une bonne histoire qui est réelle. Comment investiguer pour avoir les vraies informations par rapport à la dichotomie dans le corps médical au niveau mondial concernant le coronavirus? C'est un participant qui a posé cette question dans la boîte de discussion. Je sais que dans le cadre de la pandémie actuelle, il y a eu effectivement
des prises de position assez radicales pour certains traitements relatifs à ce virus-là. Et comme je disais tout à l'heure, là, ce débat est un débat de scientifiques. Le journaliste est très heureux qu'il y ait ce débat, doit être heureux qu'il y ait ce débat, parce que ça lui donne de la matière, justement. Au lieu de faire un article qui assène des vérités, pour une fois, un journaliste peut faire un article qui, comment dire, pose des questions aux journalistes. Donc, le fait qu'il y ait eu polémique, le fait qu'il y ait eu des positions différentes permet aux journalistes de faire précisément son travail. Donc, dans ce cas de polémique où les gens prennent position pour ou contre, le journaliste doit être là au milieu pour essayer, non pas de les rassembler, mais de trouver les arguments des uns et des autres, de trouver les différences qu'il y a entre les uns et les autres, de trouver les nuances qu'il y a entre les uns et les autres, et de les exposer au public. Parce que, comme je l'ai indiqué au début, le public, lui, pense qu'il y a cacophonie, il y a désordre, il y a confusion. C'est ce que le public a pensé. Mais le journaliste scientifique sait qu'en réalité, ce n'est pas de la cacophonie, ce n'est pas du désordre. C'est comme cela que fonctionne le monde scientifique. Le monde scientifique avance par polémique, par affrontement, par incertitude. Et donc, ce moment de science qui s'étale devant nous lui permet de montrer comment fonctionne le monde scientifique. Lui dit, lorsque nous arrivons à une réponse, à un résultat scientifique, ça passe par ces étapes. Et lorsque ces étapes seront épuisées, vous allez voir qu'il y aura une position. Lorsque ça concerne la maladie, et c'est peut-être l'une des choses dans l'article que j'ai évoqué, l'un des articles que j'ai évoqué, peut-être l'une des choses qui a échappé au monde, l'une des plus grosses avancées. Je vais voir comment les gens qui vont observer le journalisme scientifique vont dire. L'une des plus grosses avancées qu'il aurait pu avoir dans le journalisme médical par rapport à la nouvelle pandémie, c'est que les journalistes, comme les scientifiques, ont pensé qu'il y aura une position, tous les scientifiques seront d'accord et puis ce sera fini. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu ça. Tous les scientifiques ne se sont pas mis d'accord. Et le journaliste, lui, comme il est habitué à avoir dans la science des gens qui se mettent d'accord, n'a pas soupçonné que précisément c'était du pain béni pour le journalisme scientifique. Et je disais donc, l'une peut-être des questions qu'on va poser au journalisme, c'est de n'avoir pas saisi ce moment de science exceptionnelle, de n'avoir pas saisi que c'est un moment où la science se construit. On a fait comme si toute science est une science figée, arrêtée, conclue. Là, on a vu la science qui n'est pas conclue, la science qui n'est pas arrêtée, qui se fouille, qui se cherche. Et on était tous, parce que nous sommes habitués, les scientifiques nous ont habitués à nous dire, oui, c'est ça, non, ce n'est pas ça. Là, on a vu entre eux que parfois, pour arriver à dire c'est ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas évident. Et donc, cette polémique, ces positions nous ont permis, et ont permis aussi, je pense, j'espère, au journalisme scientifique, de montrer qu'il est capable de ne pas être de la science, et d'être du journalisme, et de poser des questions à la science, et de montrer comment la science fonctionne. Merci, cher professeur, pour ces connaissances que vous avez partagées, puis ces savoirs utiles que vous nous avez donnés durant cette crise sanitaire mondiale, parce que nous estimons qu'une bonne information, qu'un bon article sur la science et la santé en cette période peut sauver des vies. Ce forum a été diffusé dans le groupe privé du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes, et dans moins de 24 heures, la vidéo sera mise en ligne sur la page YouTube du réseau international des journalistes pour permettre à ceux qui ont raté le webinaire de pouvoir également bénéficier des fondamentaux de la rédaction d'un article scientifique. Nous rappelons aux participants que le lien du sondage a été envoyé dans la boîte de discussion pour permettre à ceux qui ont participé de pouvoir remplir le formulaire de sondage qui nous permet de savoir si ce webinaire vous a été utile et quelles sont vos recommandations pour nous permettre d'améliorer les prochaines offres, les prochaines thématiques dans les jours à venir. Puisque nous organisons des webinaires chaque semaine, et la semaine prochaine, le webinaire sera consacré sur le Sénégal, qui est actuellement l'un des pays africains qui gère bien la pandémie du Covid-19. Merci beaucoup, professeur, pour le temps passé avec nous, pour votre disponibilité. Merci à tous les participants.
Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur Facebook, c'est l'occasion de le faire. Notre forum est ouvert aux experts de la santé de renommée mondiale, aux journalistes francophones du monde entier, aux vérificateurs d'informations et au personnel des organisations de défense et qui œuvrent également pour la liberté des professionnels des médias. Et l'objectif pour nous, c'est de réunir tous ces acteurs-là pour apporter une meilleure réponse à la crise sanitaire mondiale qui touche presque tout le monde entier. Merci encore à tous les participants. Merci, professeur, et bonne suite. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.